Émile Fradin d'être un faussaire. Il y a eu une plainte du président de la Société préhistorique de France qui est venu à Glozelle, qui est rentré au musée, qui a payé 4 francs pour visiter le musée, qui a prétendu que c'était des choses fausses. Ils ont déposé une plainte contre l'inconnu. Mais l'inconnu, c'était moi. Le 25 février 1928, la police de Clermont-Ferrand vient perquisitionner chez les Fradin. Leur but, trouver l'atelier où Émile fabrique les objets. C'était des fous. Et puis voir ces vitrines cassées et tout. J'ai reçu 2 gifles. Je ne recevrai jamais les pareils. Ils ont emporté au moins 200 objets. Pour les faire examiner, pour les faire dater. Il n'y avait pas de moyen de datation maintenant. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ces objets sont-ils authentiques, comme le pensent certains scientifiques, ou est-il possible qu'Émile Fradin, un jeune paysan auvergnat, les ait fabriqués de toutes pièces? Aujourd'hui encore, les avis sont partagés. Il est totalement impossible que Émile Fradin soit un faussaire. La cohérence des symboles est telle, la charge très particulière du dessin, du trait, de la signification est d'une telle profondeur, il est totalement exclu que le jeune Émile Fradin, paysan de la montagne bourbonnaise, puisse imaginer cette collection. Il est même surpris par ce qu'il trouve. Pourtant, de grands archéologues contestent Glozelle. Ces signes prétendus alphabétiformes, je n'y crois pas. Imaginez qu'il y a 15-20 000 ans, des hommes de Glozelle aient pu posséder un alphabet. C'est un peu comme si nous imaginions que les Gaulois possédaient la télévision. C'est aussi incongru. Le 4 juin 1929, Émile Fradin, 20 ans, est inculpé d'escroquerie. Il doit subir des interrogatoires. Ils m'ont inculpé. Ça a été très dur. Je vous dirais que j'ai passé une nuit, j'ai pleuré une partie de la nuit. Le juge d'instruction, il me demandait, il me disait, vous avez fabriqué ça, et comment, puis des tas de choses, il me demandait. Moi, je disais ceci au juge, j'ai trouvé ça. Je ne suis pas un savant, mais ce que je peux vous dire, c'est pas moi qui ai fabriqué ça. Et je vous dis, j'ai compté les heures, 63 heures d'interrogatoire. Avouez, avouez. Avant d'avouer, j'ai ma conscience tranquille. J'ai la conscience pour moi et il n'y a rien à faire. Glozelle est ancien. Et voilà. Et puis ils ont cherché si je ne savais pas décoller. Ils ont fait tout. Bien sûr qu'ils me surveillaient pour voir si j'allais pas mettre des objets là-bas. Il est possible que certains éléments soient des faux, fabriqués aux alentours de 1930, et le climat dans lequel ces fouilles ont été pratiquées ne me permet pas d'avoir une position affirmée sur l'authenticité de Glozelle. L'inculpation a fini par un non-lieu. Le non-lieu est délivré 2 ans plus tard. Émile va-t-il pouvoir savourer sa victoire? Et puis alors, il y a eu la guerre, qui a carrément étouffé Glozelle. Pendant presque 40 ans, on ne va plus parler de Glozelle. Le docteur Morlet continue de fouiller et Émile Fradin profite enfin de la vie. Il se marie et a des enfants. Puis, en 1941, la loi Carcopino est votée. Elle interdit de fouiller le sous-sol français sans autorisation de l'État. C'est un coup d'arrêt aux fouilles de Glozelle. Le docteur Morlet ne peut pas continuer ses recherches. Le mystère de Glozelle est-il enfoui à jamais? Morlet est mort en 66. Je suis allé le voir en 66, pour une dernière fois. Il m'a dit, Émile, je ne verrai pas les datations de Glozelle. Je ne verrai pas la victoire. Vous verrez ça prochainement. Alors, 66, on a daté Glozelle en 72. En 1972, Henri François, ingénieur au commissariat à l'énergie atomique à Paris, se rend à Glozelle. Très intéressé par le site, il fait des prélèvements et entreprend de dater les objets avec 3 laboratoires étrangers. Ils vont utiliser de nouvelles méthodes de datation très précises qui travaillent sur la radioactivité naturelle des objets. Le carbone 14 pour les objets en os et la thermoluminescence pour les céramiques et les terres cuites.
Pour les 3 laboratoires, les résultats sont clairs et irréfutables. Glozell est ancien. Cher Monsieur Fradin, de retour du congrès d'Oxford, je m'empresse de vous écrire car cette fois, toute la polémique a cessé. Les Seuls explications, quelques attardés les mal preuves informés physiques, les résultats des voulont encore prétendre que vous êtes un faussaire. Les regroupements des mesures faites indépendamment dans chaque laboratoire sont parfaits et indiscutables. Les résultats des physiciens sont les suivants. Les ossements ont de 15 à 20 000 ans, les céramiques ont 5 000 ans et les tablettes écrites ont 2500 ans. La lumière est enfin faite sur l'authenticité du site. Mais le mystère persiste, car on trouve des signes écrits sur des ossements de plus de 15 000 ans. Le mystère de Glozell, c'est la présence de signes d'écriture sur des ossements qui auraient pour date moins 17 000 ans. À la suite des datations, l'État reconnaît l'existence de Glozell tout en restant très prudent. Mais la communauté scientifique continue de douter. En 1983, de nouvelles fouilles sont entreprises. Étrangement, elles ne sont pas faites au même endroit, mais à plusieurs kilomètres de là. Et depuis 10 ans, aucun résultat n'est encore publié. S'il ne publie pas, c'est que probablement il y a des résultats qui les ennuient. Alors pourquoi? On a peur de quoi? On a peur de contrarier quelques vieux professeurs. On a peur de démolir les théories en cours. Mais écoutez, est-ce que les théories scientifiques sont des monuments religieux? Y a-t-il donc à Glozell finalement qui soit responsable de cette levée de bouclier? Faisons donc des fouilles méthodiques et raisonnées à l'endroit où Fradin les fit. Appelons ça la guerre, oui. C'était pas une guerre. Quand on voit une bande de pantins, tous qui voulaient se fouler là-dedans, qui voulaient acheter à n'importe quel prix, j'ai trouvé des sommes fabuleuses de ça, moi, des Américains. À un moment donné, ma femme, ma soeur, là, me disait, mais t'es complètement cinglé. T'as eu des histoires avec ça, tu devrais vendre ça très tranquille. Mais ça se vendra pas. Et ça se donnera pas. La terre de Glozell garde malgré elle son secret. Pourquoi la seule évocation du site dérange-t-elle encore autant les scientifiques? Émile Fradin a reçu en 1990 les palmes académiques. Mais certains affirment toujours que les objets ne sont pas authentiques. Aurons-nous un jour la réponse à ce mystère? Et tout de suite, un salut amical à Émile Fradin, qui regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. Il a pris froid, et il n'a pas pu se déplacer. Il faut s'imaginer pour cet homme, quand on voit le combat de toute une vie qui a été pour lui Glozell, l'émotion qu'a pu être ce film, cette reconstitution, puisque vous l'avez vu, il a participé au tournage avec beaucoup de bonne volonté. On lui souhaite tous un prompt rétablissement. Puis je voudrais remercier aussi M. Henri Delporte d'être parmi nous. M. Henri Delporte était conservateur en chef du musée de Saint-Germain-en-Laye, un musée qui fait une large part à l'archéologie préhistorique, et il exerce toujours à l'heure actuelle, puisque vous êtes, M. Henri Delporte, inspecteur général des antiquités nationales, c'est cela? Honoraire, c'est-à-dire retraité. Bien, nous allons parler de Glozell avec vous, car on a déjà vu dans le film que vous aviez beaucoup de choses à dire. À mes côtés également un confrère, Robert Arnaud de France Inter, qui présente tous les samedis une émission intitulée Les Chroniques Sauvages, samedi après-midi à 15h. Et puis Robert Liris qui est psycho-historien. Bon, première question, Henri Delporte. Vous avez une expression très forte, très imagée. Vous avez dit si Glozell était vrai,